Où se trouve Nicolás Maduro? Est-ce qu'il a été éliminé? Est-ce qu'il a été blessé? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand est-ce qu'il va comparaître? D'ailleurs, une question brûle toutes les lèvres. Comment a-t-il été capturé, kidnappé littéralement? Nous allons faire le point sur ce qui restera sans doute comme l'événement le plus spectaculaire et le plus controversé à la fois du début de l'année 2026. Le kidnapping de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores par les forces américaines et l'intervention militaire directe des États-Unis au Venezuela. La nouvelle de l'intervention américaine au Venezuela ainsi que l'enlèvement de son président a fait l'effet d'une bombe. Même si le point d'impact se trouvait en Amérique latine, l'onde de choc médiatique s'est propagée largement au-delà du continent, provoquant la colère de milliers de personnes dans les rues. Les rues de Paris, Milan, Naples, Athènes, Brasilia et Berlin sont remplies de manifestants qui brûlent des drapeaux américains, se rassemblent devant les ambassades des États-Unis et scandent des slogans en faveur du Venezuela. Voilà maintenant qu'on tombe dans le principe dangereux pour tout le monde. Qui décide qui est tyran et qui ne l'est pas? Qui donne le droit de dire que X est tyran et pas Y? Vu que ce que les États-Unis vont faire au Venezuela, ce sera de la tyrannie. Et maintenant, si une autre grande puissance décide d'appliquer la même chose, les États-Unis diront quoi? Ils vont faire l'indignation sélective? C'est ça l'idée? Et Trump a été clair, il a été extrêmement clair et direct en expliquant que les États-Unis allaient superviser aussi les ressources pétrolières du Venezuela, histoire de faire couler le pétrole et de rembourser, selon lui, les dépenses américaines dans cette affaire. Chevron et les autres géants pétroliers sont déjà en train de se frotter les mains. Où se trouve Nicolás Maduro? Après leur arrestation, Maduro et Cilia Flores ont été immédiatement transportés aux États-Unis. Oui, ils sont aux États-Unis. Il y a des images largement diffusées qui montrent Maduro escorté par des agents de la DEA, l'air agité mais conscient. Il essaie de détendre parce qu'à chaque fois, il a le pouce levé, du moins des photos qui ont été présentées. Il a été transféré au Metropolitan Detention Center of Brooklyn à New York. Donc c'est une prison après une arrivée à l'aéroport de Stewart. Il va, selon les premières informations, comparaître devant un tribunal fédéral à Manhattan demain le 5 janvier 2026, selon ce qui est prévu. Vous comprenez qu'ils veulent vite faire, ils veulent aller vite. Pourquoi? Il est arrivé, à peine le 5 déjà, on prévoit de le mettre devant un tribunal. Donc ils veulent aller très vite dans cette affaire. Ils veulent aller rapidement. Officiellement, ils ont dit qu'il n'a aucune blessure. On avait vu des photos circuler où il était ensanglanté à ce niveau. Ils ont dit que non, c'est pas vrai. Il n'a aucune blessure et aucun problème de santé majeur. Donc dans les grandes lignes, il va bien. Mais j'insiste fortement sur un point essentiel. Ça, c'est la version de Washington. C'est la version du gouvernement, c'est la version des kidnappeurs. De l'autre côté, parce que jusqu'à présent, les images que l'on a, c'est celles de Nicolás Maduro. Or, il y a Cilia Flores, qui est également détenue, probablement dans la même zone de sécurité, mais sa localisation précise est beaucoup plus discrète. On ne sait pas où elle se trouve exactement. On n'a pas de photo d'elle. On n'a pas d'informations à elle sur son état de santé, rien. Washington dit vouloir garder un contrôle total sur la narration et surtout sur les captifs, ou du moins les captifs. Donald Trump, de son côté, ne cache pas sa fierté. Il savoure ce qu'il présente comme une victoire historique. Lors de ses multiples et de ses différentes prises de parole ces dernières heures, entre Trust Social, les interviews et les conférences de presse, il a déclaré très calmement que les États-Unis allaient rester au Venezuela pour gouverner temporairement le pays, le temps d'assurer une transition qu'il décrit comme sûre et appropriée et plus intelligente. Ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est cette déclaration. C'est littéralement ce que font les États coloniaux. On est d'accord là-dessus. Ils arrivent, ils vous expliquent. Nous allons civiliser, organiser vos pays parce que vous êtes incapables de le faire seuls. C'est paternaliste, c'est condescendant. Et surtout, c'est une négation de la souveraineté et de l'intelligence et des civilisations. Littéralement, ils ne vous considèrent pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons civiliser votre pays, vous que vous avez été incapables de le faire. C'est littéralement le message qui est passé. Même si Maduro avait été un problème pour son peuple, ce qui n'est pas le cas. Maduro est très aimé, la preuve, on voit les réactions partout là. Ce n'est pas aux États-Unis de choisir le prochain gouvernement. Ce n'est pas aux États-Unis d'encadrer la démocratie locale, de superviser les institutions d'un pays étranger, de contrôler les ressources pendant la transition. Et pour tous ceux qui ne voient pas le problème dans ça, admettons que votre dirigeant tombe. Est-ce que c'est un pays étranger qui doit venir diriger votre pays en attendant que vous repreniez la main? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça aux États-Unis? Même s'il y a coup d'État aux États-Unis, est-ce que vous pensez que ce sera à un autre pays, au Canada par exemple, de dire qu'ok, on va organiser les États-Unis le temps d'un nouveau gouvernement? Non.
Je ne pense pas. Et personne ne l'accepterait, peu importe dans quel état se trouve Washington. C'est littéralement ça qu'on appelle la justice sélective, la démocratie à géométrie variable. On le sait, on le connaît. On l'a déjà vu et revu des centaines de fois. Ça se manifeste par un silence total ou un soutien inconditionnel quand ça sert leurs intérêts, et puis par une punition immédiate et par des scandales et par des cris d'indignation quand ça ne sert pas leurs intérêts. Point à la ligne. C'est exactement ce que font les empires coloniaux. Ils décident quel chef est bon parce qu'il sert leurs intérêts, éliminent en fait ceux qui refusent d'obéir parce qu'il ne sert pas leurs intérêts et imposent des marionnettes à la tête des pays, des marionnettes acceptables. Quand ils parlent de gouverner temporairement, ce n'est jamais temporaire et ça ne peut pas être temporaire. Dans l'histoire, quand une puissance dit on intervient juste un peu, le temps d'aider, ça finit souvent en occupation prolongée, en base militaire permanente, en influence politique totale et surtout en dépendance économique et culturelle. Voilà des exemples, non? L'Irak, occupation temporaire. Puis voilà un chaos qui a duré 20 ans. Afghanistan, 20 ans aussi d'accompagnement. 2 décennies. C'est énorme. Panama, Grenade, Libye, avec toutes les autres interventions qui ont mis à la tête des États des valets. On a vu l'intervention pour retirer Gbagbo du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça a donné qui? Ça a donné quoi comme résultat? L'idée en gros dans cette affaire, c'est de transformer le pays en propriété stratégique. Quand Trump dit que les États-Unis vont superviser, ils vont superviser quoi? Le pétrole, les richesses, l'organisation de l'État. On n'est pas dans la démocratie. La démocratie n'existe pas. Ça n'a jamais existé. On est dans la gestion d'un territoire conquis. Et c'est exactement ça la mentalité coloniale. Votre pays est une zone d'intérêt stratégique, donc nous allons le gérer. Point. La vieille doctrine Monroe s'est activée. La doctrine Monroe, c'est simplement l'appellation d'une doctrine coloniale. C'est tout. C'est juste un nom qu'on a donné à une mentalité coloniale. Comment vous arrivez quelque part et vous dites que toute cette zone est à vous? Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes même étranger d'ailleurs sur ce continent. Même si Maduro était un tyran, ce qui n'est pas le cas, j'insiste. La solution devait venir du Venezuela si les États-Unis étaient réellement démocratiques comme ils essaient de le vendre. Voilà maintenant qu'on tombe dans le principe dangereux pour tout le monde. Qui décide qui est tyran et qui ne l'est pas? Qui donne le droit de dire que X est tyran et pas Y? Vu que ce que les États-Unis vont faire au Venezuela, ce sera de la tyrannie. Et maintenant, si une autre grande puissance décide d'appliquer la même chose, les États-Unis diront quoi? Ils vont faire l'indignation sélective. C'est ça l'idée. Et Trump a été clair, il a été extrêmement clair et direct en expliquant que les États-Unis allaient superviser aussi les ressources pétrolières du Venezuela, histoire de faire couler le pétrole et de rembourser, selon lui, les dépenses américaines dans cette affaire. Chevron et les autres géants pétroliers sont déjà en train de se frotter les mains. La géopolitique n'est jamais que des grands discours. C'est surtout des milliards de dollars qui circulent. Mais Trump ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé un message au monde entier. Personne n'est à l'abri. Il a menacé Cuba, le Mexique et la Colombie, expliquant que le Venezuela n'était qu'un début et que tout l'hémisphère pourrait être concerné si Washington estime que ses intérêts sont menacés. Les États-Unis conservent tous les avoirs et les actifs vénézuéliens extérieurs jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits du futur du Venezuela. Ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres personnes injustes envers leurs citoyens, les dictateurs. Que ce soit à cause du narcotrafic inventé ou réel, de la migration inventée ou réelle, ou alors des alliances trop proches avec la Chine, la Russie ou l'Iran, inventées ou réelles. Derrière cette opération, il y a donc aussi un message. L'Amérique revient en version musclée, sans filtre, sans masque diplomatique. Et elle veut que tout le monde le sache. Alors, comment est-ce que Maduro a-t-il été capturé concrètement? C'est une question que nous tous on s'est posée. Et il y a plusieurs versions qui divergent, avec des théories qui s'enchaînent. La première hypothèse, soutenue par plusieurs analystes, parle d'un abandon d'une partie de l'armée vénézuélienne. Depuis des années, Maduro tenait quand même en partie grâce à la loyauté des militaires. Mais les sanctions, les pressions internationales, la corruption interne, la fatigue auraient fini par fissurer ce soutien. Le fait que l'opération américaine ait été menée sans grande résistance, sans une résistance massive et crédible, alimente donc cette idée d'une transition ou d'un laisser-faire à l'intérieur même de l'appareil d'État. Une autre théorie évoque une reddition négociée. Donc, selon certaines fuites supposées au Congrès américain, Maduro aurait accepté un accord pour éviter une guerre totale dans le pays. Cela expliquerait la rapidité et la précision de l'opération. Et seul un noble d'esprit peut préférer une prison américaine à un chaos national ou alors à une fin brutale. Et quelque part, je trouve ça quand même dommage.
si c'est vrai, si c'est ça qui est avéré, et l'histoire nous l'a déjà montré, de Noriega au Panama à d'autres dirigeants renversés, parfois la chute se négocie dans l'ombre avant de se jouer à la lumière sous forme de théâtre. Et aussi, il y a une autre version, la version officielle américaine, que c'était une opération militaire d'élite, ultra préparée et surnommée Operation Absolute Resolve. En gros, c'était un modèle d'entraînement qui reproduisait à la perfection la maison, la sécurité de Maduro, l'infiltration sur le terrain, les drones, les coupures de courant dans la capitale, l'intervention chirurgicale des forces spéciales, mais avec des conséquences bien réelles. Donc, il se serait tellement bien entraîné, si bien entraîné, qu'il savait parfaitement quoi faire, où aller, malgré la sécurité du Venezuela. Trump affirmait même qu'il s'agit d'une des plus grandes démonstrations militaires américaines depuis la Seconde Guerre tribale. Quand on connaît un peu Donald Trump, on sait qu'il aime exagérer, ok. Mais tout le monde au moins s'accorde à dire une chose. L'opération était impressionnante. Face à cela, le monde est divisé. D'ailleurs, ça m'a fait rire. L'Union africaine a condamné fermement, parlant d'enlèvement, de violation du droit international et d'un dangereux précédent pour les souverainetés des nations. Je suppose que quand les dirigeants africains ont vu ça, ils se sont sentis concernés. Ils ont pris une bonne douche froide de panique. Vous savez qu'eux, ils ne parlent que quand ils se sentent directement et personnellement concernés, non? Sinon, silence radio, comme d'habitude. Donc, beaucoup de pays africains voient dans cet événement un rappel douloureux aux interventions occidentales du passé. De l'autre côté, Cuba, l'Iran, la Russie dénoncent un acte impérialiste pur et simple. Faut le plus avec des mots. Il est l'un des premiers à réagir à l'annonce de la capture de Nicolás Maduro, Gustavo Petro. Le président colombien dénonce une très grave agression militaire contre son voisin et qualifie les actions de Washington d'atteinte à la souveraineté de l'Amérique latine. Alerte générale, ils ont attaqué le Venezuela, ils ont bombardé avec des missiles. L'Organisation des États américains et l'ONU doivent se réunir immédiatement. Gustavo Petro a ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela. Le régime cubain, qui craint de subir à son tour les foudres de Donald Trump, réagit vivement. À bas l'impérialisme! Cuba condamne et dénonce ces actions comme un acte de terrorisme d'État. Un assaut criminel contre notre Amérique, zone de paix, et une attaque inacceptable contre le droit international. L'ONU parle d'un précédent dangereux, mais ailleurs, comme en Argentine, il y a certains qui célèbrent ça. Au Mexique, les gars tremblent, ils paniquent, vous imaginez bien. Aux États-Unis, même les démocrates critiquent le fait que cette opération n'ait pas reçu l'aval du Congrès avant d'être lancée. D'ailleurs, ça a beaucoup fâché les membres du Sénat. Sur Internet, c'est le chaos émotionnel total. Tous les peuples du Sud global dénoncent un terrorisme d'État au service du pétrole et de l'impérialisme américain. Des vidéos de Vénézuéliens insultant Trump en larmes sont en train de circuler pendant que d'autres crient, prennent les armes et parlent d'occupation étrangère. La nouvelle de l'intervention américaine au Venezuela ainsi que l'enlèvement de son président a fait l'effet d'une bombe. Même si le point d'impact se trouvait en Amérique latine, l'onde de choc médiatique s'est propagée largement au-delà du continent, provoquant la colère de milliers de personnes dans les rues. Les rues de Paris, Milan, Naples, Athènes, Brasilia et Berlin sont remplies de manifestants qui brûlent des drapeaux américains, se rassemblent devant les ambassades des États-Unis et scandent des slogans en faveur du Venezuela. Aujourd'hui, on a une administration états-unienne qui prétend être intervenue pour des questions de narcotrafic. Nicolás Maduro serait le dirigeant d'un cartel. Ça, c'est des motifs qui sont fallacieux. Il y a une volonté de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, qui est le premier producteur de pétrole international. Il y a une volonté aussi de mettre à bas un régime, le régime bolivarien, socialiste, qui s'oppose à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le continent latino-américain. Les impérialistes américains sont allés trop loin. Ils ont attaqué le cœur de la résistance latino-américaine. Ils ont attaqué le peuple vénézuélien et enlevé le président Nicolás Maduro en s'emparant du pétrole d'un pays souverain. L'impérialisme américain est allé trop loin. Il s'est ingéré dans les affaires du peuple vénézuélien et nous ne le laisserons pas faire. Notre organisation et notre lutte constitueront l'opposition à cet impérialisme et nous l'emporterons. La communauté européenne garde le silence. Notre gouvernement, qui ne dit rien, continue de financer la guerre en Ukraine, continue de se taire face au génocide du peuple palestinien à Gaza
et aujourd'hui encore, concernant cette agression contre le peuple vénézuélien, choisit de ne rien dire afin de ne pas contredire le président américain. Je suis ici parce que, concrètement, l'impérialisme américain sous ce président fasciste a maintenant attaqué le Venezuela et nous y voyons une véritable agression fasciste visant à sécuriser les intérêts américains, ainsi qu'une politique qui accroît considérablement le risque d'une troisième guerre mondiale. C'est pour cette raison que je suis ici et je me réjouis de voir tant de personnes différentes réunies pour protester contre cela. Il est essentiel de s'y opposer, parce que tout changement de régime au Venezuela doit venir des Vénézuéliens eux-mêmes. Il n'est pas acceptable que les États-Unis décident de la manière dont un autre peuple doit s'organiser. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture. L'opposition vénézuélienne se prépare déjà, ceux qui soutiennent les Occidentaux. Ils se positionnent et ils promettent de construire le pays. Bref, ils attendent que l'oncle Sam vienne leur donner les clés du pays sous condition de rester les bons toutous qu'ils veulent qu'ils soient. Pendant ce temps, les proches de Maduro jurent encore à la résistance. Ils prennent les armes, ils se mobilisent. Et maintenant, le monde retient son souffle. La région s'embrase. Les marchés pétroliers tremblent déjà et les prix sont même en train de monter au moment où on parle. Des réunions d'urgence s'organisent, notamment à l'OPEP+. Les juristes débattent sur la légalité de tout ça et une question plane, et elle est très lourde, inquiétante. Est-ce que l'Amérique vient de simplement ouvrir ou rouvrir officiellement l'ère où une superpuissance peut capturer un chef d'État, l'amener chez elle et dire c'est la justice? Le Venezuela vit peut-être le début d'une nouvelle ère. Ou alors, pire, le début d'un nouveau cauchemar. Et le monde pourrait bien découvrir à nouveau que l'histoire n'est pas écrite par les plus justes, mais par les plus forts, par les vainqueurs, point à la ligne. Et aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui viennent de rappeler au monde qu'ils n'ont jamais rangé les muscles, que c'est toujours la force qui a régné. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.